et bienvenue pour ce nouveau numéro de Territoire Éco-Var, l'émission économique de Var Matin. Alors on est aujourd'hui au Palais Neptune, à la nuit de l'orientation. C'est un salon qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Et d'ailleurs, nous recevrons en deuxième partie d'émission son président, Basile Gertis, qui nous dira tout sur cet événement. Et dans le Café de l'Éco, bien entendu, aujourd'hui, on parlera recrutement, orientation, tension dans différents corps de métier avec nos 4 invités. Céline Risseau qui dirige les 2 hôtels du Castellet, Raphaël à ses côtés qui est un jeune apprenti dans les métiers du bâtiment, Jean-Vincent Vérignon qui préside la Chambre des notaires du Var, notaire donc, et Jean-Luc Battista qui est en charge des ressources humaines auprès du sous-directeur technique de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu. Et enfin, le poste sera dédié à l'association Elle Bouge. Et tout de suite, le Café de l'Éco. Alors quand on parle orientation, il est primordial de s'intéresser aux débouchés. Certains métiers embauchent plus que d'autres. C'est ce que vont nous expliquer nos invités. Alors la première question, elle est pour vous, Céline Risseau. On sait que le domaine de l'hôtellerie-restauration est en constante recherche de main-d'œuvre. Vous, aux hôtels du Castellet, quel type de profil vous recherchez ? Absolument, Amandine, on recherche des profils avec de l'expérience avant tout, du recul. On est un établissement 5 étoiles relais château. On a notre établissement de 117 chambres qui est un établissement indépendant. Mais avant tout, on recherche des profils qui ont de l'expérience pour répondre aux attentes de la clientèle, d'une part, et les exigences qu'on peut avoir sur le terrain opérationnel. Ce sont des perles rares à trouver ou il faut s'y prendre tôt, mais aujourd'hui, surtout l'hôtel Espa du Castellet est un établissement 5 étoiles relais château qui détient 3 clés au niveau de l'établissement, décernées par le guide Michelin, 3 étoiles sur la partie gastronomique au restaurant La Table du Castellet, restaurant étoilé. Et puis également des distinctions comme un trophée au niveau de la e-réputation avec le CRT PACA en tant que meilleur hôtel de la région. Donc, il nous faut forcément trouver les perles rares et on s'y prend tôt pour ça. Jean-Luc Battista, vous, à la tête des ressources humaines à l'AIA, on va dire l'AIA pour faire plus court, c'est ceux qui connaissent reconnaîtront. Vous recrutez massivement depuis plusieurs années, au point chaque année d'avoir une journée dédiée au recrutement. Ça sera encore le cas cette année, au printemps, vous avez une journée de recrutement ? Alors depuis ces dernières années, effectivement, nous recrutons massivement. Plus de 10% de l'effectif est renouvelé chaque année par un plan de recrutement vraiment conséquent. Pour l'année 2025, nous avons un besoin de recrutement et un axe de recrutement de 100 personnes sur un effectif de 1100 personnes sur Cuers-Pierrefeu, donc sur le site même. Donc ça représente à peu près pour 40% de l'effectif sur de l'opérateur spécialisé, 40% du technicien et 20% d'ingénieurs. Donc c'est vraiment une répartition très établie de besoins en compétences par rapport à nos activités. Un renouvellement, donc vous disiez de 10%, mais qui correspond à la pyramide des âges, qui correspond au fait qu'il y a des personnes qui changent d'entreprise, de métier. Je dirais sur 3 axes, la pyramide des âges, le mouvement des personnels et puis surtout la charge d'activité qui est en croissance aussi avec de nouvelles chaînes de production comme le NH90 hélicoptère des forces armées, armées de terre et marine nationale avec une montée en puissance d'une chaîne d'entretien de 3e niveau et donc des besoins de compétences importants comme je viens de le préciser en opérateur spécialisé Bac Pro Aéro, mécanique, électricité et structure. Il faut préciser donc l'AIA s'occupe de la maintenance d'appareils militaires, pas seulement d'ailleurs je crois, vous faites aussi un peu de civil il me semble. Oui, essentiellement, appareils militaires, nous sommes une institution du ministère des Armées, donc au service des forces en charge de la maintenance aéronautique pour les 3 armées, l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air. Donc on est sur les 3 volets. Sur Cuers, c'est essentiellement la marine nationale et aussi l'armée de terre avec le NH90 comme je viens de le préciser. Donc avec vraiment de la maintenance de 3e niveau, de la forte spécialisation, soit au niveau spécialisé dans les bacs pro aéro, bacs techniciens et ingénieurs.
Alors du côté des notaires, Jean-Vincent Vérignon, on connaît une petite crise en ce moment. Quand pensez-vous que les recrutements vont recommencer et ça sera sur quel type de poste ? Merci Amandine. Effectivement, les perspectives en ce moment peuvent sembler relativement compliquées, mais il faut avoir une vision, je veux dire, à moyen et à long terme en réalité. On a une profession qui s'est toujours adaptée à toutes les situations, et donc s'orienter vers le notariat et les métiers du notariat, c'est toujours faire un bon choix en réalité. Pourquoi ? Il y a, on va dire, un contexte qui s'y prête. On a des lois changeantes, on a une activité économique qui est bouleversée, une économie qui est bouleversée, on a des situations familiales restructurées, des relations sociales très différentes de ce qu'on a pu connaître il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et au milieu de tous ces bouleversements, on a toujours un référent qui est là et sur lequel on a de plus en plus besoin, c'est le notaire. C'est un référent de paix, de confiance. Et donc s'orienter vers le notariat et les métiers du notariat, c'est faire le choix de s'inscrire dans cette évolution et ce besoin permanent et même encore plus présent aujourd'hui d'une relation de confiance avec une clientèle. Et ces métiers du notariat, ils sont variés, du coup, on peut faire une carrière, évoluer dans la carrière dans le notariat. Parce qu'on connaît effectivement le notaire, c'est celui qu'on a à l'esprit, celui qui reçoit, celui qui conseille, qui recueille des signatures. Et il anime en réalité une équipe, tel un Dr House du notariat, du droit. Et il anime une équipe de collaborateurs. Et cette équipe, c'est à la fois des standardistes, réceptionnistes, ce sont des assistants juridiques, ce sont des clercs rédacteurs spécialisés dans certains domaines particuliers. Ce sont également des comptables, des formalistes. En réalité, on a tous les profils de métier et on est même en train d'intégrer de nouveaux profils ces derniers mois avec désormais de véritables clercs chargés de faire de la négociation immobilière parce que notre clientèle, là encore, nous a demandé, toujours en quête d'une recherche de confiance, d'un rapport de confiance, on nous demande de plus en plus d'autres domaines d'activité, d'autres missions, et de plus en plus de notaires s'orientent vers la négociation immobilière et sont donc en recherche de tels profils. Et il y a de l'adaptation aussi à avoir, notamment avec la dématérialisation des actes qui sont possibles. C'est très juste, absolument. Donc on a à la fois le notaire et les collaborateurs qui travaillent au sein de l'office, mais la profession est également très axée sur le développement de l'intelligence artificielle, de nouveaux outils informatiques, et donc on a des structures qui sont intégrées dans la profession, hors office et en quête permanente de collaborateurs, d'assistants informatiques spécialisés dans des domaines extrêmement pointus. Alors, Raphaël vous observe, tu es en train de te dire que tu aurais dû faire notariat ou tu restes sur l'apprentissage dans la rénovation ? Ah non, je reste sur mon apprentissage en maçonnerie, mais c'est intéressant. Alors, comment tu as choisi ce métier-là avant l'émission, quand on t'a rencontré, tu expliquais que ça n'avait pas été ton premier choix. Est-ce que ça a été difficile de t'orienter, de trouver ton métier, de trouver la formation qui t'a amené aussi sur la voie de ce métier ? Ça a été très compliqué parce que mon ancien métier, c'était vraiment ce qui me passionnait. Et le fait que j'ai dû arrêter de le faire, ça a tout chamboulé. Donc ensuite, pour des raisons de santé, je crois, tu as dû changer. Et du coup, je suis reparti à Proman, une agence d'intérim, pour découvrir de nouveaux métiers, divers et variés, pour savoir celui qui m'intéresserait le plus, pour pouvoir envisager de me lancer dans des études dedans. Mais ça n'a pas trop fonctionné, du coup je suis parti plutôt vers la mission locale, où on a fait un récapitulatif de toutes mes compétences, de mon expérience et de ce que j'aimerais faire et ce que j'envisage de faire. Suite à ça, elle a pensé à la maçonnerie et elle a réussi, ma conseillère, à me trouver un stage dans la maçonnerie qui a duré 2 semaines. C'était dans une petite entreprise où on construisait spécialement des piscines. D'accord. Et j'ai directement adoré le métier. Et donc c'est le stage qui t'a conforté dans ce choix. Et ensuite, l'apprentissage, c'est venu assez logiquement, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, tu fais de la rénovation. Là, demain, tu es en entreprise ou en école, en fait ? Non, demain, je repars en entreprise. D'accord. C'est ce que tu préfères l'équilibre dans l'alternance entre le fait d'avoir des cours et le fait d'être en entreprise, il te semble, il correspond à ce que tu souhaitais dans la façon d'apprendre un métier ? Oui, parce que les deux sont très complémentaires. À la fois, on a l'école qui nous apprend toute la partie théorique
et aussi avec la pratique qui du coup nous font découvrir des choses que l'on ne fait pas forcément en fonction de l'entreprise où l'on est. Moi je vois pas, par exemple, on apprend beaucoup de choses quand dans la construction neuve, la préparation de terrain, ce que moi je ne vois pas en étant dans une entreprise de rénovation, où tout est déjà brut. Alors l'apprentissage, ça a le vent en poupe dans beaucoup de filières. Est-ce que c'est le cas aussi dans vos métiers, Jean-Luc Battista peut-être Depuis plusieurs années et de nombreuses années, nous avons des apprentis sur le site, sur les 3 niveaux de formation, le niveau bac, donc bac pro, comme je l'ai précisé précédemment, bac plus 2 et bac plus 5 au niveau ingénieur. Donc aujourd'hui, actuellement, nous avons 50 apprentis sur le site, sur ces 3 catégories. Donc avec un suivi et un espoir de fidéliser ces personnels, parce que c'est des personnels salariés qui font partie de nos effectifs et qui demain, nous l'espérons, rejoignent les effectifs en sortie de leur cycle d'apprentissage et en étant diplômés. Donc il y a vraiment une démarche de formation et de fidélisation et de recrutement dans ces 3 axes C'est possible aussi dans l'hôtellerie 3 et 5 étoiles où c'est pas compatible avec ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir des profils un peu confirmés Non, au contraire. Nous, on est vraiment en recherche d'apprentissage. Pour quelle raison ? Parce que l'hôtellerie-restauration, c'est avant tout un métier où l'aspect pratique prime sur l'aspect théorique. Donc, c'est le savoir-faire qui est mis en application directement. Et là-dessus, le fait d'avoir ces distinctions, mais aussi sur l'établissement 3 étoiles, parce qu'on est au cœur de cette destination, le circuit Paul Ricard, surtout implanté dans la région, il fait rêver beaucoup de jeunes. Oui. Et donc, on se sert aussi de cette image, de cet aspect au sein de notre marque employeur. Mais ça donne l'opportunité à ces jeunes qui démarrent dans le métier d'apprendre aux côtés de professionnels de grandes expériences, de se faire un début d'apprentissage avec une référence dans le milieu pour pouvoir ensuite, bien entendu, rester chez nous, parce que l'intérêt des apprentis, c'est de pouvoir les garder et de les convertir, pour qu'on puisse fidéliser un maximum et recruter le moins possible. Mais sinon, pour leur permettre après de partir ailleurs. Et au sein de Relais Château, qui est notre affiliation sur l'hôtel 5 étoiles, nous avons tout un programme de placement au travers des 580 maisons dans le monde. Est-ce qu'il y a des écoles privilégiées avec lesquelles vous travaillez davantage, des formations avec qui il y a vraiment une passerelle Oui, des écoles professionnelles, mais notamment des écoles aussi au niveau local. On travaille beaucoup avec le lycée Anne-Sophie Pic de Toulon, par exemple. Bien sûr. Voilà. Après, il y a des établissements connus, Vatel, tout dépend après de la spécificité également. Voilà. On peut travailler avec Ferrandi, avec d'autres maisons très connues. Vous disiez également, au-delà de l'attractivité du circuit, que le fait d'avoir eu 3 étoiles pour le restaurant donc de l'hôtel 5 étoiles, pour le chef de ce restaurant, en plus d'une année sur l'autre, c'est une chose exceptionnelle, ça a renforcé l'attractivité des 2 hôtels. Oui, absolument. Absolument. Fabien Ferré, le seul chef qui n'avait pas d'étoile au préalable à 35 ans à avoir eu 3 étoiles d'un coup. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la gastronomie. Ça a effectivement déclenché une grosse vague d'intérêt pour nos clients, mais aussi pour les collaborateurs. Et la saison étant déjà lancée en 2024, nous capitalisons du coup sur 2025 en travaillant un maximum. On a fait des journées portes ouvertes pour permettre aux collaborateurs éventuels de venir visiter sur place et de pouvoir se projeter au sein de l'établissement. Donc on travaille vraiment à tous les niveaux. Ouais, mais ça fonctionne. Alors pour attirer des nouveaux employés, donc vous l'avez dit, il faut séduire. Ce genre d'événement, un salon de l'orientation comme ça ou d'autres salons étudiants d'ailleurs, il faut être présent pour attirer par exemple dans le métier du notariat ? Oui, parce que dans le métier du notariat, trop de métiers sont méconnus et souvent on s'imagine que le métier ne sera pas accessible. Et en réalité, c'est déjà un état d'esprit qu'il faut avoir. Un état d'esprit volontaire, souple, capable de s'adapter à des situations et être prêt à développer une méthodologie, une rigueur et avec une intégrité absolue. Ce sont les marqueurs qui pour nous sont indispensables pour intégrer la profession, quel que soit l'échelon. Et il n'est pas rare qu'on ait des stagiaires qui viennent, parfois pendant des stages de collège, ils viennent pendant une semaine et puis ils s'orientent vers du notariat
pas encore du notariat, pardon, ils font la fac de droit et puis ils nous disent « je peux travailler l'été chez vous ?» Mais bien sûr, avec grand plaisir. Et on voit du coup des profils qui gravissent comme ça tous les échelons et qui, on va dire, de petites tâches, arrivent à intégrer de plus en plus de fonctions, d'attributions, développent une appétence pour la profession et ça leur donne envie d'aller encore plus loin. Alors on a ces profils-là et on a parfois d'autres profils qui ne sont pas du tout orientés vers le droit et qui se disent j'aimerais changer d'air. Je travaillais pour un syndic, je travaillais pour une banque, j'ai des qualifications, j'ai des qualités. Est-ce que ces qualités, je peux les mettre au service d'une autre cause ? Et donc là, on est extrêmement désireux justement sur ces autres profils parce que pour nous, ça nous oxygène et on aime bien voir des personnes qui viennent d'autres domaines avec d'autres compétences. C'est rafraîchissant. Voilà, ça nous permet de sortir un peu de notre microcosme et on va dire être refléter davantage notre clientèle et les attentes aussi, suivre au plus près les attentes de notre profession. Donc on est effectivement, à l'occasion d'événements comme celui-ci, très désireux d'intégrer de nouveaux profils. Pour des jeunes qui, comme on parlait tout à l'heure, donc du creux de la vague que traversent les métiers liés aux transactions immobilières essentiellement, dont le vôtre. Mais est-ce que je suis un jeune aujourd'hui, je me suis engagé dans une filière, dans des études de droit pour aller vers le notariat. Est-ce que je dois changer de cap ? Ou est-ce que je peux me dire que dans tous les cas, si ce n'est pas dans une étude notariale, je peux peut-être trouver de toute façon un boulot en lien avec ces études ? Il y a des débouchés extraordinaires parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout un périmètre fermé. C'est-à-dire qu'on peut voir également des profils qui ont travaillé quelques mois, quelques années dans un office et qui, pour des raisons personnelles, des changements également géographiques, vont aller dans un autre domaine d'activité. Et donc, on a l'assurance, on a la promotion immobilière, on a aussi les banques dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que finalement, les qualités qui vont être développées en intégrant un office, ces qualités sont extrêmement recherchées après par d'autres professionnels. Voilà, donc s'orienter vers le notariat, non, c'est jamais un mauvais choix et c'est toujours porteur, ça ouvre d'autres portes, absolument. J'avais aussi envie de poser la question à Raphaël, et peut-être vous y répondrez aussi. Quand on va faire un entretien avec un recruteur, toi, qu'est-ce qui te fait peur ou pas d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu te dis avant l'entretien ? Je ne dois pas faire ci, je dois adopter telle attitude peut-être pour être retenu. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu te prépares ? Avant l'entretien ? Toujours, il faut toujours se préparer justement au déroulement de la conversation, comment ça va se dérouler, quelles questions il pourrait me poser, quelles questions j'aimerais lui poser et de quelle façon je pourrais la poser. Après, ce qui est très important aussi, c'est la tenue, la posture et en même temps s'habituer à parler naturellement, ne pas être crispé. Bonne réponse pour les recruteurs que vous êtes. Oui, alors, très bonne réponse. Il est certain que l'attitude effectivement va jouer beaucoup dans un premier contact. Après, si quelque chose qui n'a peut-être pas été évoqué, mais qui pour moi est essentiel, il faut être sincère. Il faut transpirer la sincérité. Il ne faut pas essayer de masquer en réalité ses réactions, son comportement. Et une sincérité lors d'un entretien, ça se ressent. Un employeur, il le ressent. Et on peut bafouiller, on peut être maladroit dans ses mots, maladroit dans ses actions. Quelqu'un qui transpire la sincérité et on sent un volontarisme et une volonté d'intégrer et d'apprendre, ce souhait d'apprendre. Ne pas être fermé dans une posture et ce souhait d'évoluer, c'est quelque chose qui pour moi est décisif dans un entretien et ça pardonne après toutes les questions de posture et tout le reste, de loin. Je voudrais juste compléter parce que je rejoins complètement les propos précédents. Une personne, déjà sa posture, sa curiosité, l'intérêt porté pour l'activité dans les entretiens, on apprécie que la personne s'est préalablement renseignée sur l'activité, sur le secteur d'activité, c'est très très important. On a quand même 3 étapes, volonté de servir, la passion et puis la compétence.
Donc il y a quand même ces 2 étapes préalables qu'on regarde avec vraiment un intérêt particulier qui sont essentiels. Je rejoindrai vraiment les propos de mon voisin sur l'intérêt de l'événement aujourd'hui et de travailler sa notoriété et faire connaître des métiers. Beaucoup de nos plus jeunes ou des personnels en réorientation se mettent parfois trop de barrières et se freinent déjà, ne serait-ce que pour postuler. Et il ne faut pas hésiter, quand on estime que les compétences peuvent coller, de transmettre sa demande et sa candidature parce que beaucoup de métiers ont des corrélations. Nous recrutons des personnels qui ne viennent pas que de l'aéronautique. Alors certes, ils ne travaillent pas directement sur avion, mais ils peuvent travailler sur des fonctions de soutien et puis se former tout au long de la vie pour pouvoir acquérir cette compétence aéronautique par la suite dans des processus de qualification. Donc on a des recrutements, disons, bien élargis avec une véritable envie de transmettre et d'apprendre dans le cadre de nos métiers, quoi. Céline Risseau, vous partagez aussi ce... Oui, la préparation, en fait, ce que j'ai bien aimé aussi avec Raphaël, la préparation, c'est indispensable pour nous. On est sur des travaux, métiers d'hygiène, métiers de contact direct avec le client, que ce soit pour le 3 étoiles ou pour le 5 étoiles. La clientèle a des exigences. Et il faut qu'à ce niveau-là, le candidat qui se présente soit bien conscient de l'environnement de travail dans lequel il va évoluer. Et si au premier abord, l'aspect, la communication non verbale, la présentation n'est pas avec les standards, je dirais, critères minimum de base, ce sera rédhibitoire au premier abord parce qu'on peut toujours changer le savoir-faire et faire apprendre, mais le savoir-être, c'est plus difficile. Donc on va forcément être sensible à ces premiers aspects-là. Merci à tous les 4 d'être venus partager votre expérience. Merci à Tout vous. de suite, on passe à l'entreprise du mois. Et l'entreprise du mois, ça n'est pas tout à fait une entreprise, quoique c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Alors à défaut d'être une entreprise, la Chambre de commerce et d'industrie est au service du développement des entreprises du territoire, comme on le découvre tout de suite en images. Cette salle, c'est la salle de notre gouvernance. C'est là que se réunit notre bureau, en gros 1 fois par mois, et toutes les décisions importantes avant de passer en AG, eh bien, elles sont votées ici et il y a des discussions et des sujets qui sont abordés. Et elle sert bien sûr également à d'autres réunions. Et la particularité de cette salle, c'est qu'elle a des moyens audio et visio importants, modernes, qui permettent justement donc d'avoir de la territorialité, parce que nous avons des élus qui se trouvent il y a 2 heures de route, parfois plus avec les bouchons ou en hiver, et donc les obliger à faire 4 heures de route par jour, c'est pas. On veut avoir des élus qui soient sur le terrain. Et du coup, ça permet de les avoir en visio et c'est comme s'ils y étaient. Les élus ont écouté un petit peu ce qui se disait et ce qu'on disait de nous, c'est qu'on était trop centralisés, comme beaucoup d'entités en France, et qu'il fallait être plus sur le terrain, au chevet des collectivités et des entreprises, ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille les voir. Et donc on a réouvert des agences, on a remis des moyens humains sur les agences, mais aussi on a acheté des voitures, donc on se déplace. Et parallèlement à ça, eh bien, il faut qu'on anime aussi ce réseau, qu'on vienne au soutien des entreprises, qu'on les informe. Et pour cela, on a donc créé 2 clubs. VAR Premium d'un côté, dont l'objet véritablement c'est la CCI de demain. Et puis VAR Access, comme son nom l'indique, c'est un club qui est ouvert à tous. On a près de 400 membres aujourd'hui et qui se veut fédérateur. Et en gros, on a donc jusqu'à 8 manifestations par mois autour des différents territoires. Le but vraiment là, c'est de répartir les moyens en fonction de la densité des entreprises. Donc on n'est pas que sur la métropole, on va dans l'Est-Var, on va dans le Haut-Var, etc. On va là où sont les entreprises. Et chaque entreprise doit avoir un club proche de lui et de manière régulière avec des animations pour que chaque entreprise finalement, et chaque salarié aussi d'ailleurs, puisse avoir plus ou moins la même vision et les mêmes moyens, les mêmes informations, peu importe où il se trouve dans le Var. Pour l'année 2025, le dossier phare, c'est certainement l'attractivité territoriale. Et pour nous, en 2025, elle sera déclinée sur forcément
des questions d'infrastructure, donc les ports de commerce de la rade de Toulon, bien sûr, bien évidemment, mais aussi donc l'accès au plateau de Signes et les contournements notamment du Bossé, mais aussi de Cuges. Voilà les sujets phares parmi beaucoup de sujets. Basile Gertis, bonjour. Alors pourquoi la CCI, dont l'ADN est l'accompagnement des entreprises, organise un événement comme cette nuit de l'orientation qui a lieu à Saint-Raphaël et à Toulon également? Alors les CCI sont dans leur rôle puisque nous cherchons à aider les entreprises pour le développement économique. Et comme tout le monde le sait, le recrutement demeure un sujet primordial parce que c'est aussi la réussite de demain qui passe par la formation de nos jeunes, voire des gens qui sont en reconversion. Et c'est aujourd'hui, donc ce soir, l'occasion pour nos jeunes de découvrir des métiers, mais pas d'une manière théorique, mais concrètement au travers de professionnels qui expliquent ce qu'ils font tous les jours. Comment expliquez-vous que les tensions de recrutement demeurent aujourd'hui, dans notre département notamment, malgré de nombreuses formations proposées, malgré les efforts déployés par France Travail, par les entreprises elles-mêmes? Les difficultés qu'il y a sur le marché du travail sont liées à une inéquation entre d'un côté les formations que les jeunes passent et la demande des entreprises, voire des collectivités, des pouvoirs publics qui recrutent. Et donc les jobs qui sont proposés ne correspondent pas forcément à la formation des jeunes. Et quels sont du coup les principaux métiers qui recrutent dans le Var, si on peut avoir quelques pistes? Écoutez, la première chose, le Var est quand même un département qui vieillit. Donc au-delà des métiers, il y a la question du vieillissement de la population qui fait que naturellement, il faut se renouveler. Les gens partent à la retraite et donc des jeunes doivent prendre leur place dans toutes les professions. Ensuite, il y a des segments de marché où en effet, il y a des jobs, il y a de la croissance. On peut penser aux services informatiques, on peut penser à la défense. Globalement, on peut penser à l'industrie. On peut penser au commerce qui s'en tire pas mal non plus. Donc il y a la silver economy, c'est-à-dire tout ce qui est autour des personnes plus âgées, que ce soit des EHPAD, que ce soit des services à la personne. Donc tous ces secteurs recrutent. Et il y a bien sûr le tourisme, tout ce qui est hôtellerie, restauration. Vous évoquiez avant cette émission, vous évoquiez la question du logement, des difficultés de certaines entreprises à loger leurs salariés, c'est-à-dire qu'elles trouvent des candidats mais que malheureusement ils n'arrivent pas à se loger, ils repartent. Le Var est un petit peu victime de son succès et aujourd'hui le foncier est cher, il n'y a pas assez de logements. On a capé le nombre de logements, le bâtiment n'arrive plus à construire ses logements et la population augmente. Donc il y a une pénurie de logements qui fait que les prix augmentent et donc les salariés des entreprises n'arrivent pas à se loger. Et c'est encore pire, bien évidemment, quand on vient de loin, quand on débauche des gens qui viennent d'autres régions, c'est encore plus compliqué. Alors, et c'est bien sûr particulièrement difficile pour des jeunes qui sont primo-accédants. Quel peut être le rôle de la CCI justement sur cette thématique-là, sur ce sujet, d'être un interlocuteur privilégié par exemple avec les collectivités pour encourager la création de logements? Le rôle de la CCI justement, c'est de dialoguer avec les pouvoirs publics, les préfectures, faire en sorte que les logements se construisent, que les permis soient octroyés, que les entreprises fassent clairement état de leurs demandes et qu'on arrive donc à trouver ces logements, qu'on arrive à trouver ces travailleurs qui viennent dans le Var ou qui sont déjà dans le Var. Et notre première mission, et c'est ce qu'on fait ce soir, c'est que les jeunes qui se forment aient des formations qui débouchent sur des emplois. Alors justement, il y a Je pense qu'on doit également avoir une approche nouvelle sur notamment tout ce qui est métiers manuels, qui sont des métiers qui ont été un petit peu des voies de garage en France, et ce qui a conduit à une situation où les gens font ça par défaut. Alors qu'en vérité, il faut que les jeunes fassent un métier par vocation. Et ce soir, c'est l'occasion pour tout le monde de voir, c'est quoi ma vocation demain? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je veux être maçon, je veux être plombier, je veux être soudeur, je veux être électricien, je veux être pompier, je veux être gendarme. Il y a plein de métiers et certains métiers manuels payent très très bien. Il y a combien de professionnels présents ce soir à Toulon? Des centaines.
Vous êtes À vous-même peu près toutes les grandes branches professionnelles sont présentes ici ce soir. Vous êtes vous-même Avec un concept qui reste ludique, puisque bon, il y a des immersions en réalité virtuelle, il y a des coachs, il y a des auto-évaluations très ludiques, des tests de personnalité. Donc voilà, c'est intéressant et c'est une approche différente, mais peut-être plus proche de la réalité et du marché du travail. Merci Basile Gertis. Et tout de suite, le poste. Alors le poste est assuré pour cette émission par Audrey Hirschfield-Janton. Vous êtes la déléguée régionale de l'association Elle Bouge. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors la première question, toute simple, Elle Bouge, c'est quoi ? Elle Bouge est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années par Marie-Sophie Pavlak lorsqu'elle travaillait dans le monde de l'automobile sur un constat tout simple, où sont les femmes autour d'elle, sur les chaînes de production, dans l'ingénierie, dans l'informatique, très peu de femmes. Et donc elle s'est dit, il faut qu'on aille témoigner envers les jeunes filles pour les attirer vers ces métiers. Chaque année, même plusieurs fois dans l'année, soit à travers des visites d'entreprise, soit en allant vous-même au-devant des collégiennes, lycéennes. Et vous lancez un appel, là je crois, pour le mois de décembre, pour que des femmes ingénieures ou techniciennes vous rejoignent afin d'aller dans les établissements. Ça se passera quand ? Oui, c'est ça, c'est la semaine du 5 décembre. En fait, c'est dans le cadre des Elle Bouge de l'orientation. Pour sensibiliser les jeunes filles et leur faire connaître nos métiers, chez Elle Bouge, donc on a plus de 10 000 marraines et relais. Les relais, ce sont des hommes parce que c'est une association mixte. On ouvre les portes des entreprises et on va aussi témoigner dans les établissements scolaires. Donc une fois par an, il y a la semaine de l'orientation. Il y a plus de 500 collèges et lycées inscrits. Et dans la région, avec les académies Aix-Marseille et Nice, on a à peu près une cinquantaine d'établissements scolaires. Voilà. Donc pour s'inscrire, il faut aller sur le site internet Elle Bouge Orientation. Et là, on a la liste des établissements scolaires. Il y a encore des collèges qui cherchent des intervenantes, donc soit ingénieurs, soit techniciennes, soit des étudiantes, soit des hommes ingénieurs, des hommes techniciens. Donc sur Toulon, il nous reste des places à la Marquisane, à Maurice Ravel, aussi au collège de Carqueiranne, un petit peu plus haut à Besse-sur-Issol. Voilà, au lycée à Hyères aussi. Enfin voilà, il y a tout plein de lycées, de collèges, dans le 13, dans le 83, dans le 06. Il y a l'embarras du choix, parce qu'il reste un petit peu des places partout. Et c'est vraiment une expérience très sympa, en fait, d'aller voir ces élèves, parce qu'on témoigne de notre parcours et aussi de notre métier. On fait une sorte de 360 finalement, et on se rappelle pourquoi on fait ça et ce qu'on aime dans notre métier. Là, cet après-midi, on a accueilli à Naval Group une classe, enfin plutôt des collégiennes. Voilà, des collégiennes de 4e du collège Les Eucalyptus d'Olioul, puisqu'on est cette semaine la semaine de l'industrie. Donc c'est un autre événement en collaboration avec Elle Bouge. Et beaucoup d'entreprises ont joué le jeu. Donc il y a eu Airbus, il y a eu CES, il y a eu CMA-CGM, il y a eu du Thales, Vinci, etc. J'en oublie, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Donc c'est intéressant aussi pour les salariés eux-mêmes, c'est ce que vous dites, qui ont l'occasion de valoriser leur métier. Exactement, là on a été visiter l'atelier Coq. Les filles ont trouvé les ateliers trop beaux et les chaussures de sécurité hyper confortables. Alors moi c'est la première fois qu'on me dit ça parce que bon. Et donc on a pu voir l'atelier Coq, on a vu des soudeuses, des préparatrices, etc. Et on a été aussi dans le laboratoire d'innovation, parce qu'on fait aussi de l'innovation dans l'industrie, souvent c'est méconnu. Et vraiment elles sont sorties hyper contentes. Et pour finir avec ce genre d'intervention, il y a à peu près 2-3 semaines, voilà, on a été emmener des filles au salon Euronaval, le salon de la défense, un peu l'équivalent du Bourget, mais pour toutes les entreprises de défense, mais dans le naval. Elles sont parties enchantées. Voilà, donc là c'était un lycée de Paris, du Blanc-Ménil, et vraiment très belle expérience. Alors comment vous expliquez qu'il existe encore des freins à la féminisation de certains métiers, dans certains domaines tout particulièrement ? Comment on peut y remédier finalement ? Alors il y a une enquête Elle Bouge avec OpinionWay qui est sortie il y a quelques mois. Il y a toujours un syndrome de l'imposteur assez fort chez les femmes et chez les jeunes filles. Et aussi beaucoup de clichés. Beaucoup de clichés qui peuvent être véhiculés par les parents, par les profs, par les autres élèves. Sur une population par exemple ingénieur ou élève ingénieur, à peu près 80% des femmes ont déjà eu des réflexions sur qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais ça, etc. J'avais vu un reportage très intéressant où il y avait
une expérience en fait sur un devoir de mathématiques fait par un groupe de filles et un groupe de garçons. On a dit aux deux groupes que l'un des groupes avait mieux réussi. Alors, c'était le groupe de filles. On n'a pas dit que c'était le groupe de filles. On a mis des électrodes ensuite chez les deux groupes. Et au moment où on leur a dit que c'était moins bien réussi, la zone de stress s'est déclenchée chez les filles, alors qu'on leur avait jamais dit que c'était elles. Et ensuite, on leur a redit aux deux groupes, refaites l'exercice. Bah là, les filles se sont plantées. Voilà, donc on a quand même beaucoup de biais cognitifs là-dessus. On voit la force des stéréotypes. Merci Audrey. Pour s'inscrire, donc sur le site, on va sur le site de Elle Bouge au pluriel. Oui. Merci de votre présence. Merci à toute l'équipe de Territoire Éco Var. Merci Sophie Doncé. Merci Loris Biondi. Merci Guilhem Ricavi. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, fin décembre, pour une émission spéciale Noël. À très vite.